Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va commencer, en tout cas on va commencer doucement, parce qu'on a une petite heure tous ensemble, mais qui va passer vite. Euh, donc je pense que les participants vont arriver au compte-gouttes. Je vais en profiter pour donner les détails logistiques en attendant que tout le monde arrive. Donc pour information, ce webinaire est enregistré et sera communiqué à l'ensemble des inscrits à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions également. Donc on prendra les questions après l'intervention de nos deux expertes en deux phases. N'hésitez pas à les poser dans le fil de communication ou à lever la main à chaque fin d'intervention. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire part de vos témoignages ou si vous souhaitez également partager de bonnes pratiques avec nous pour qu'on profite de cette heure ensemble. Pour effectivement faire ce pour quoi on est venu, c'est-à-dire partager les bonnes pratiques de mesure d'impact. Je commence par présenter donc nos deux invités. Bienvenue mesdames. On a la chance d'avoir deux expertes en mesure de l'impact. Bonjour Élise, tu es directrice du laboratoire d'évaluation et de mesure d'impact social et environnemental au sein de l'ESSEC Business School. Bienvenue et bonjour Lydia, tu es responsable du pôle impact au sein de l'AVIS. Bienvenue également. Pour remettre un petit peu de contexte, ce qui nous a amené, nous, en tout cas moi, en tant que représentante du label Finansol aujourd'hui, et de faire à mettre en place ce webinaire de partage de bonnes pratiques, c'est tout simplement puisqu'on fait face à un constat depuis quelques années maintenant, depuis à peu près 2023, c'est que depuis qu'on a fait évoluer le règlement du label Finansol et qu'on a fait intégrer les grands principes de l'investissement à impact en France, donc ils sont devenus un pilier dans les conditions d'éligibilité au label et dans le renouvellement du label, donc l'intentionnalité, l'additionnalité, la mesure de l'impact, on se rend compte que chez les investisseurs d'une part et chez les entreprises à impact social, la mesure d'impact n'est pas du tout la même, les pratiques divergent énormément et on fait face à quelques contraintes, en tout cas quelques problèmes qui nous sont remontés, c'est-à-dire particulièrement un manque de moyens, parfois humains, parfois financiers de la part des acteurs. Donc voilà, c'est un peu le contexte de ce qui nous a amené à mettre en place ce webinaire. Pour rappel, donc, comme on sera aujourd'hui ensemble plutôt avec des entreprises, des représentants d'entreprises qui ont des produits labellisés, je vous le rappelle que ça constitue aujourd'hui un des piliers du règlement du label, et donc c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous accompagner dans cette mesure d'impact qui est aujourd'hui de plus en plus regardée. Si vous avez l'habitude de remplir des questionnaires d'audit, vous savez qu'on vous pose beaucoup de questions là-dessus. Pour laisser la parole surtout à nos intervenantes, voilà, j'aimerais commencer, on va se diviser en deux temps. Je vais laisser la parole premièrement à Élise, tu vas revenir sur les fondamentaux avec ta casquette de professeur sur la mesure de l'impact, et ensuite on partira avec Lydia sur le côté pratico-pratique entre guillemets et centre de ressources précieux que représente l'AVIS. Élise, c'est à toi. Merci Diane. Bonjour à toutes et à tous. Donc Élise Leclerc, moi je suis directrice du laboratoire évaluation et mesure d'impact social et environnemental à l'ESSEC. Alors j'ai la main sur les slides. Donc là je passe sous ton contrôle Diane. Si c'est... Voilà. Donc, quelques éléments de méthodologie et puis Lydia, qui passera après moi, pourra vous donner davantage d'informations sur la mesure d'impact social. Qui on est? Donc, on est un laboratoire de recherche-action, c'est-à-dire qu'on fait le pont entre la recherche académique et puis les organisations pour aider les organisations à mettre en place une mesure d'impact social avec cette idée que nous, on est une école de gestion et on est basé au sein notre directeur académique est en contrôle de gestion, Bernard Leca, dans cette idée d'une gestion par l'impact, donc un pilotage de la performance de l'impact, tout comme on a un pilotage d'une performance financière. Donc, on est vraiment sur une vision de la mesure d'impact comme un outil de mesure, de pilotage et de mesure de la performance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec
des organisations de tout type qui nous permettent d'avoir des terrains finalement autour de leurs enjeux pour mesurer leur impact, donc social et environnemental. Ça nous permet de rédiger des publications scientifiques, grand public, de diffuser la connaissance et de créer des nouvelles connaissances. Suite à quoi, on est dans la capacité de réaliser des formations, donc formation initiale auprès de la grande école à l'ESSEC, du bachelor acte, et puis formation continue dans les formations continues de l'ESSEC Executive Education, et on travaille de très près et sur tous les programmes d'Anthropia ESSEC, donc notre accélérateur d'entreprise sociale au sein de l'ESSEC. Donc ça, c'est une petite introduction sur qui on est. Et vous avez un petit QR code à droite si vous voulez plus de détails et des exemples de nos référentiels, etc. Alors, pourquoi la mesure d'impact? Donc, la mesure d'impact, c'est une discipline, vous voyez que ce petit schéma qui grandit, c'est pas juste une mode. Ça, c'est l'augmentation du nombre d'articles qui sont écrits autour de la mesure d'impact. Vous voyez qui augmente très rapidement, notamment depuis 2010. Donc, c'est une nouvelle discipline qui gagne de plus en plus d'organisations, qui vient traditionnellement, historiquement, de l'intérêt général, les politiques publiques, puis de plus en plus sous l'influence notamment des approches anglo-saxonnes, les organisations elles-mêmes, donc pas que au niveau des acteurs publics, mais aussi au niveau des organisations, plutôt par le développement international, et plus récemment, ces méthodologies ont été aussi appliquées aux acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur ensemble, associatif, but non lucratif, mais aussi à but lucratif, avec tout le secteur des entreprises sociales depuis la loi Hamon. Donc ça, c'est l'augmentation des articles sur le sujet, et ça grandit tous les jours. Donc de quoi on parle quand on parle d'impact social? Alors il y a une définition, qui est en anglais, mais parce que c'est une définition au niveau européen. Donc la matérialité d'impact, je vais vous la dire en français, qui est donc la définition qui est issue de l'EFRAG, en 2023, pour introduire la nouvelle directive de CSRD. Donc là, comme on est, on parle d'investissement, donc on est dans un champ pour toutes les entreprises et toutes les organisations qui seraient soumises à la CSRD, et qui définit la matérialité d'impact comme une dimension qui mesure l'impact sur les personnes, les people, donc les populations, et l'environnement, en relation avec tout ce qui est développement durable, sustainability. Donc ça, c'est une définition très large pour toutes les organisations. La Commission européenne, depuis notamment 2014, a engagé des travaux autour de ce que veut dire l'impact social dans le champ européen. Et là, c'est donc le groupe d'experts autour de l'entrepreneuriat social de la Commission, donc le GCES, qui ont travaillé sur une définition plus claire, finalement, de ce que c'est que l'impact social. Et donc, ils définissent comme la manifestation de changements sociaux. Donc, la partie changement, elle est très importante, ce terme. Donc, à la fois à long terme et court terme, je vais revenir dessus rapidement, et qui sont revus à l'aune des effets qui sont provoqués par d'autres. Donc, c'est la dimension attribution, et des effets qui auraient eu lieu de toute façon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le poids mort, ainsi que les conséquences négatives. Voilà. Et avec la temporalité dans le temps sur tout ce qui peut faire diminuer cet impact social. Donc c'est une définition qui est un peu dense, mais qui permet de montrer finalement les différents chaînons d'une maille autour de l'impact social, et que je vais vous illustrer avec un exemple un peu plus parlant juste après. Donc, quand on parle d'impact social, il faut retenir deux choses. On parle d'un changement social, une réponse à un besoin social, donc un changement qui est lié à l'action qui a été mise en place. Donc, pour une organisation, on parle aussi qu'il y aurait une stratégie d'impact de cette dimension. Alors, la différence avec les externalités,
c'est que l'externalité, elle n'est pas, c'est comme un effet secondaire. Donc ici, c'est une définition de Novetic qui est très parlante. Donc c'est l'effet externe d'une activité de production ou de consommation d'un agent économique, mais donc les associations, par exemple, loi de 1901, sont aussi des agents économiques dans la loi et qui créent un avantage ou un désavantage, donc les effets, les externalités positives ou négatives, à autrui sans contrepartie financière, donc qui n'est pas lié à ce qu'on appelle la matérialité financière, c'est-à-dire la dimension financière de l'entreprise ou l'organisation. Dans l'ESS, donc France Stratégie a identifié que la notion d'impact, elle peut différer d'un secteur à l'autre. Pour l'ESS, donc la notion d'impact social est différente de celle d'externalité. Et au contraire, l'impact social, elle est le fruit d'une intentionnalité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie d'impact, une envie d'avoir un impact social positif. Donc, dans social, hein, c'est le terme large, un impact social positif pour commencer à parler d'impact social. Et donc, si en ayant une action sociale, vous avez une forte empreinte environnementale, par exemple, parce que vous utilisez des véhicules pour du portage de repas, eh bien là, la dimension environnementale, elle peut être vue comme un effet secondaire. Votre objectif, c'est de permettre le portage de repas, si je prends cet exemple. Donc, votre impact sera, est-ce que vous avez permis à des personnes de mieux se nourrir quand elles ne pouvaient pas aller elles-mêmes chercher un repas ou se le cuisiner par rapport à une externalité qui serait finalement, en atteignant cet impact social visé pour ces personnes, j'ai eu une externalité qui est que j'ai quand même eu une empreinte carbone assez forte, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la regarder, puisque ces externalités restent des éléments à gérer quand elles sont négatives. Mais on ne va pas parler de la même chose, et en effet, l'intentionnalité, elle est au cœur notamment de l'investissement à impact, puisque les 3 piliers de l'investissement à impact sont l'intentionnalité. Donc, il faut une stratégie et un objectif d'impact positif, la mesurabilité, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, et puis l'additionnalité sur laquelle je vais revenir juste après dans la définition de cet impact social. Donc, juste pour clarifier, quand on parle d'impact social, dans la littérature internationale et la pratique internationale, à la fois la dimension environnementale et la dimension sociale. Hein, donc, vous voyez sur cette slide, voilà, l'interdépendance, fin du monde, fin du mois. Donc, quand on parle de mesures d'impact social, dans le nom du labo, nous, on a ajouté environnemental parce qu'en français, on a tendance à penser le social, notamment la performance sociale, comme de l'interne ou du travail social, où les indicateurs de performance sociale pour des organisations, des entreprises vont être sur leurs collaborateurs. Quand on parle d'impact social, on va vraiment parler de la dimension sociétale, donc impact sur la société, qui inclut la dimension environnementale. Et je vous ai mis à droite un schéma qui est très structurant sur cette interdépendance, qui est le schéma du donut de Kate Raworth, que vous connaissez peut-être, qui met en regard et en interdépendance donc ce plafond écologique et ce plancher social, qui sont 2 éléments indissociables de notre bien-être sur Terre en tant qu'humanité. Donc, juste pour bien préciser que l'impact social, elle inclut les 2 dimensions sociales et environnementales. Donc, quand on parle de justement quel est cet impact social, ce changement lié à l'organisation ou l'intervention de l'organisation, comment est-ce qu'on le mesure? On utilise à l'international, donc de façon de plus en plus fréquente, ce qu'on appelle la théorie du changement, et qu'on a parfois, que nous, on rebaptise parfois stratégie d'impact, parce qu'on la place au cœur de la gestion de l'organisation. Et donc, pour nous, la théorie du changement, pour beaucoup d'organisations, si elles ont une stratégie d'impact positif, donc cette intentionnalité, finalement, c'est leur stratégie d'impact. Elle s'appelle théorie parce qu'elle part d'une hypothèse qu'on a une solution pour répondre à un besoin social. Donc, je vais vous la
décrire, et ensuite on aura un temps de questions-réponses à la fin de mon intervention s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On va partir, élément très important, de la partie prenante qui va être celle qui a le besoin social. Donc, à quel besoin social est-ce qu'on répond et de qui? Et donc, on va parler de bénéficiaires ou de clients, de patients en fonction du modèle. À partir de ces besoins sociaux, si je prends par exemple une personne en situation de handicap, puisque le handicap est quelque chose qui est transverse à la partie prenante interne, mais à des parties prenantes externes aussi, si vous avez un projet pour des personnes en situation de handicap. Donc, le besoin social auquel je réponds, c'est que les personnes en situation de handicap soient incluses dans la société, par exemple, ou le milieu ordinaire. Les objectifs, c'est de leur permettre cette inclusion. Les ressources que je vais avoir, c'est tout ce que je vais mettre à disposition pour une politique d'inclusion de personnes en situation de handicap, soit en interne comme RH, si je suis une entreprise qui ne travaille pas là-dessus, soit un ESAT, par exemple, dont l'objectif principal est de permettre à des personnes en situation de handicap de travailler. Les activités, ça va être les activités qui sont mises en place pour permettre à ces personnes de travailler. Si on prend l'exemple d'un ESAT, les réalisations, c'est le nombre de personnes qui sont employées dans l'ESAT. Les résultats, ça va être finalement, est-ce que cet emploi a permis à cette personne d'être plus incluse, d'avoir un revenu, d'avoir le choix sur la façon dont elle le dépense. Donc là, on va être sur des résultats qui vont être autour de ces éléments spécifiques, toujours à la partie prenante bénéficiaire. Est-ce qu'on a répondu à cette envie de changement et d'impact? Et ensuite, les impacts, pour les évaluer, on va devoir regarder si finalement ces résultats de meilleure implication, inclusion dans la société vont déjà être grâce à l'ESAT ou grâce à d'autres éléments ou grâce à une politique RH qui a été mise en place ou à d'autres facteurs dans la vie de ces bénéficiaires, de ces personnes. Et puis la durabilité, est-ce que cet impact, il est pérenne sur le long terme et il a permis finalement à ce besoin social d'être résolu sur le long terme, pas que pendant une intervention, surtout si elle est ponctuelle. Donc ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer l'impact social. Si on prend un autre exemple qui sera le retour à l'emploi, est-ce que quand une personne a retrouvé un emploi suite à un accompagnement, finalement, un an plus tard, elle reste en emploi? Et est-ce que si elle reste en emploi, c'est grâce à l'accompagnement qui a eu lieu ou à d'autres facteurs et en plus d'autres facteurs qui auraient pu aider, hein. L'idée de l'attribution, elle peut aussi être vue comme une contribution, c'est-à-dire que plusieurs facteurs ont permis à cet impact d'être pérenne, mais de poser la question et d'aller chercher cette réponse permet d'avoir une vision plus globale de l'impact sur la personne. Donc cette théorie du changement, nous on conseille à toutes les organisations de la mettre en place, quel que soit le stade de leur développement, même si elles existent depuis plusieurs années. C'est toujours utile de faire l'exercice et de poser finalement quelle est la théorie du changement. C'est pas un cadre qui est propre à l'ESSEC, hein, c'est un cadre qui est utilisé à l'international par les Nations Unies, la Commission européenne de plus en plus, et c'est un cadre qui permet de cadrer et de se mettre d'accord sur quels sont les impacts finaux vers lesquels l'organisation tend. Et il faut bien s'assurer que ces impacts, si on parle d'impact social, répondent à un besoin social. Et c'est là que ça peut être difficile, notamment dans le secteur de l'investissement, parce que le besoin social, ce sont les organisations qui savent si on y répond. Et pour un investisseur, lui, il a besoin de savoir si on a répondu au besoin social plutôt que le nombre de personnes touchées qui ne va pas dire si on a répondu aux besoins sociaux de ces personnes. Pour vous donner un exemple, et c'est notamment pour ça qu'on a de plus en plus de demandes de mesures d'impact social auprès des organisations qui travaillent directement sur le terrain pour comprendre si ce besoin social auquel l'organisation voulait répondre, il a bien été résolu pour les personnes qui y ont participé et sur le long terme, qui donc requiert un certain
un niveau de pérennité. Alors, on dit souvent qu'il y a tellement d'approches qu'on ne s'y retrouve pas. Donc il y a des chercheurs qui ont recensé plus d'une centaine d'approches uniquement sur la mesure d'impact social. Alors pourquoi il y en a tant? C'est parce qu'en fait, c'est une pratique qui est très disciplinaire, transdisciplinaire. Donc là, c'est un schéma d'un article donc de chercheurs qui ont regardé finalement quelles étaient les disciplines qui se penchaient sur le sujet. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein, principalement autour de l'environnement et sciences environnementales, l'économie, les sciences sociales et puis tout ce qui est gestion, management dans lesquels nous, on se place. Et donc, ça fait que il y a voilà, ce grand nombre de méthodologies. Nous, ce qu'on vous conseille en tant qu'organisation qui cherchait à avoir un impact positif, c'est vraiment de s'inspirer des travaux qui travaillent sur la gestion de l'impact, mais tout en s'inspirant évidemment la base de ce que c'est que l'impact social et ce que je viens de montrer sur la partie notamment réponse à un besoin social qui est ici. Ça, c'est basé sur des théories d'économie et des économistes, notamment Amartya Sen, donc prix Nobel d'économie, qui identifie vraiment cette réponse à un besoin social et l'amélioration de la situation des personnes comme la définition de l'impact social et qu'une organisation doit viser. Donc s'arrêter, par exemple, aux politiques RSE d'une organisation, par exemple, ne va pas pouvoir vérifier qu'on a répondu aux besoins sociaux, même si c'est évidemment une des conditions pour y répondre. Donc, pour vraiment synthétiser un message à retenir et des ressources qui peuvent vous aider, mais là, Lydia aura beaucoup plus d'éléments. Pour pouvoir mettre en place une mesure d'impact, il y a 4 éléments clés à avoir en tête. J'ai mis à droite un ouvrage, si vous voulez vraiment approfondir le sujet, qu'on a publié avec Thierry Sibieude l'an dernier, et puis un petit précis qui est sur le site de l'ESSEC et de l'AVIS aussi, qu'on a réalisé avec l'AVIS sur ces sujets. Mais ce qui est très important d'avoir pour avoir en tête une mesure d'impact pour son organisation, c'est déjà d'élaborer une théorie du changement. On peut parler aussi de stratégie d'impact, qui est réalisée avec les équipes. Donc sur le diagramme que je viens de vous montrer, on se rend compte très souvent, nous on accompagne beaucoup d'entreprises sociales au laboratoire, que en fait avec les équipes, parfois les impacts ne sont pas clairs ou les besoins sociaux, et donc ça permet de remettre à plat avec toutes les équipes, quels sont les objectifs d'impact, et ça permet aussi parfois de remotiver les équipes, de clarifier. Donc c'est très utile d'avoir ce cadre de théorie du changement qui va vous donner dans la dimension impact que vous avez identifié finalement, quelle dimension vous voulez vraiment mesurer pour votre impact. Comme on est sur de la gestion d'organisation du pilotage par l'impact, ne pas avoir plus de 3, vraiment 5 indicateurs d'impact maximum à mesurer. Et donc, nous, on a parlé dans notre ouvrage de mesures d'impact social frugales. Donc l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très complexe, c'est d'avoir vraiment quelques indicateurs, mais qui vont être collectés régulièrement. Donc, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, mais auprès des parties prenantes principales. Donc, ne pas s'arrêter à des intermédiaires quand il y en a. Il faut, puisque ce sont les parties prenantes principales qui vont avoir eu ce besoin social et auprès de qui vous voulez vérifier. Donc ça, c'est très important de pouvoir collecter des données auprès des parties prenantes principales, et les questionnaires ou les entretiens sont très utiles et permettent de donner une voix aussi à vos clients, vos bénéficiaires. Et donc ça, cette dimension-là, elle est très importante, notamment à l'âge de l'intelligence artificielle, où on voit de plus en plus de modèles qui essaient de prédire finalement si on aura répondu aux besoins sociaux. Donc il faut être très très prudent de
toujours garder en tête l'importance d'entendre ce que vos parties prenantes ont à dire par rapport au modèle, et des collectes annuelles, tout comme vous avez un bilan financier régulier, et bien d'avoir une fois par an, de regarder finalement ce que disent ces parties prenantes par rapport à ce qui a été changé et à cette dimension d'impact. Voilà, je m'arrête là en synthèse. Il y a plus d'informations dans ces ressources, notamment donc le petit précis de l'évaluation d'impact social avec lequel on a travaillé avec Lydia, et à qui je laisse voilà, vous donner davantage d'éléments sur la mesure d'impact. Merci beaucoup, Élise. C'était très intéressant et très complet. Je pense qu'on a une bonne idée maintenant de ce que représente, ce que peut représenter la mesure d'impact. Est-ce que vous avez des questions ou des témoignages à nous faire parvenir, ou également si vous souhaitez partager vous-même de bonnes pratiques que vous avez mises en place au sein de vos structures, à l'inverse des contraintes que vous pourriez avoir, qu'on pourrait essayer de dénouer ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le fil de conversation, elles seront retenues. Et donc s'il n'y en a pas, on va enchaîner avec Lydia, et on aura aussi un autre temps de questions-réponses avec Lydia juste après. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Ah si, une question. Bonjour. Oui, j'aurais une Bonjour. question parce que j'ai toujours des difficultés entre résultat et impact. Or, la manière dont vous exprimez dans le graphique la différence entre résultat et impact rend les choses plus confusantes entre résultat, les effets des actions sur les cibles, avec impact, les résultats attribuables au projet évalué. Parce que pour moi, les résultats, ce sont la suite logique de l'activité et des réalisations, alors que l'impact, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui dépasse justement l'action. Mais peut-être que je me trompe, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, c'est pas tant que vous vous trompez, je vous rassure, c'est plutôt que dans les conventions et dans les cadres méthodologiques, alors c'est vrai qu'en plus, ce sont des traductions. Donc, en français, on n'est pas toujours d'accord sur est-ce qu'on va parler d'impact, d'effet, etc. Mais quand on parle de résultats, on va plutôt être sur ce qui va être court terme. Donc, si je prends l'exemple du retour à l'emploi, des bénéficiaires du RSA, par exemple, sur lequel nous, on a beaucoup travaillé. Les résultats, c'est qu'il y a, par exemple, 50% de sorties positives suite à un accompagnement. Bon, bah ça, c'est un résultat, il y a eu un changement. Par contre, quand on va regarder quel est l'impact de cet accompagnement, ce qu'on va regarder de façon très que pour cette partie prenante-là, c'est est-ce que ce retour à l'emploi, il a eu lieu grâce à l'accompagnement, ou finalement, quand on regarde le taux de retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA qui ne sont pas accompagnés, c'est le même statistiquement. Donc en fait, potentiellement, c'était pas cet accompagnement qui a joué, hein, si on veut regarder une dimension contrefactuelle. Et est-ce que 2 ans plus tard, la personne, elle est toujours employée? Et on se rend compte, par exemple, dans les rapports de la Cour des comptes qui ont suivi des personnes sur 10 ans, que la plupart du temps, au bout d'un an, cette personne se retrouve de nouveau en recherche d'emploi. Pour la plupart des bénéficiaires du RSA, et que donc les résultats de sortie positive court terme, finalement, sur cet exemple-là, ont beaucoup de mal, enfin en tout cas sont beaucoup plus bas quand on regarde à 1 an ou à 2 ans. Après, quand on parle d'impact, on peut aussi aller regarder d'autres parties prenantes. Mais il faut avoir une théorie du changement qui va décliner pour ces autres parties prenantes des éléments plus larges. Donc le fait d'avoir retrouvé un emploi et qu'il soit stable, pour cette personne, si elle a une famille, elle peut vouloir dire que les enfants vont avoir une école stable, elles vont avoir un logement stable qui va entraîner une amélioration du bien-être, et tous ces éléments-là aussi. Mais ça peut déjà aussi être évalué parfois dans les résultats. Donc ça va vraiment dépendre des objectifs qu'on s'est donnés pour quel type de résultat on veut avoir. Donc si on veut lever tous les freins à l'emploi en plus du retour à l'emploi, on peut les mettre dans la théorie du changement. Il y a des théories du changement qui sont des grands tableaux avec beaucoup d'éléments qu'on essaie de changer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de ne pas trop en mettre non plus d'indicateurs pour rester, que ce soit gérable tout simplement. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres éléments
qu'on va pouvoir évaluer, mais ça peut aussi être des résultats, on peut parfois les évaluer sur le court terme. Et après, il y a d'autres parties prenantes, on peut évaluer l'impact sur les enfants, sur les aidants, les proches. Voilà, donc tout ça, ça va pouvoir dépendre du dimensionnement, mais de façon très, très simple et frugale. Si vous avez si vous voulez faire quelque chose de court, vous pouvez tout simplement prendre les mêmes résultats et regarder si sur le long terme, ils se prolongent et si ils sont bien grâce au projet. C'est vraiment les deux ingrédients indispensables pour parler d'impact. Donc, un minimum 2 ans après le début de l'action. Ça va dépendre de la temporalité. Donc là encore, vous avez des actions où ça peut être 6 mois après, parce que c'est des actions où on sait que sur 6 mois, on va s'attendre à un impact, par exemple d'avoir eu un diplôme, d'avoir voilà, quelque chose qui est vraiment un changement qui va permettre quelque chose de plus long terme. Si c'est s'arrêter de fumer ou perdre 15 kilos, ça peut prendre 2 ans en effet. Voilà, ça va dépendre de votre objectif et de la temporalité qui va être la plus réaliste par rapport à l'activité. Donc, c'est du sur-mesure. La temporalité, c'est à l'organisation de la choisir en fonction de ce qui est réaliste et de ce qui se fait par rapport à son intervention. On a une question également dans le fil de conversation, mais je pense qu'on va peut-être, alors je vais vous la poser, on va peut-être pouvoir y répondre avec l'intervention de Lydia. C'est sur la question de la temporalité. Comment juge-t-on les projets et entreprises dont l'impact positif social ne sera généré que dans 10, 15, 20 ans? Et quelles seraient vos recommandations en termes de mesures, évaluation et reporting? Donc, je la prends et après, je laisserai Lydia, c'est ça? Oui. Alors, l'enjeu des 10, 15, 20 ans, c'est qu'en effet, idéalement, déjà, il faut, si on pense que notre organisation ne pourra être mesurée qu'à ce moment-là, il faut bien garder les contacts des personnes et s'assurer qu'on va pouvoir les suivre parce que ça, c'est l'un des enjeux. Ensuite, 10, 15, 20 ans, ça va tellement loin que souvent, c'est plutôt au niveau des politiques publiques qu'on va regarder et dans ces cas-là, on va avoir un certain nombre de données qui vont pouvoir nous aider. Mais sinon, il faut pouvoir regarder quand même des mesures à court terme qui vont être les conditions pour arriver à cet impact à 10, 15, 20 ans, sachant qu'il peut se passer tellement d'autres choses. Si par exemple, nous on travaille avec Coup de pouce sur l'école primaire, forcément, l'école primaire, les résultats d'impact sur avoir un emploi, c'est très très loin. Malheureusement, ça va être très difficile si on ne peut pas suivre la trajectoire des personnes. Donc, il faut réfléchir aux indicateurs qui vont être intermédiaires, plutôt court terme, les découper et ce qui est pertinent pour votre organisation, de les mesurer. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrivera aux personnes qui ne sont plus suivies par vous. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer le plus possible de garder contact avec elles pour dans 10 ans. Et en attendant, regardez les indicateurs intermédiaires sur lesquels vous avez un contrôle. Et pour certaines organisations, ce sera que du résultat parce que les gens sont anonymes, on ne peut pas garder contact avec eux parce que ce n'est pas faisable. Et donc, il faut se résoudre au fait que certaines interventions, tout ce qui est d'urgence, etc., vont devoir se baser uniquement sur des résultats parce que c'est la stratégie de l'organisation. Et c'est tout à fait acceptable. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à toi, Lydia, puisque de toute façon, on arrive doucement mais sûrement vers la pratique et effectivement la mise en place concrète de cette mesure d'impact. Il y a une autre question, mais on la prendra à la fin du webinaire dans le fil de conversation. N'hésitez pas à en rajouter. Et Lydia, je te laisse la parole. Oui, merci Diane et merci Elise pour la première présentation. Je vais aussi me permettre une petite présentation de la VISE et puis en particulier du pôle dont je suis responsable et de nos ressources avant d'aller plus sur les questions un peu plus orientées spécifiquement sur la pratique. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, la VISE est une association d'intérêt général. On accompagne donc le développement de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France et de plus en plus à une échelle européenne également. On outille les parties prenantes de l'ESS, c'est-à-dire porteurs de projet, dirigeants de structures, accompagnateurs, accompagnatrices,
On anime donc des communautés et réseaux de professionnels de ces accompagnateurs. On met en œuvre des programmes nationaux d'accompagnement et on a également une activité de soutien financier vers des projets via le Fonds social européen Plus, dont on est organisme intermédiaire. Je ne vais pas avoir le temps de présenter tous les programmes qu'on porte, mais voilà, je vous laisse consulter bien sûr notre site si vous souhaitez en savoir plus sur les autres thématiques sur lesquelles la VIS travaille. Moi, je vais vraiment parler donc de la thématique du jour, des impacts. Donc, le pôle impact dont je suis responsable au sein de la VIS, on travaille... pardon, je vais juste revenir. Voilà, si on peut revenir juste une slide avant. Oui, merci. Donc, le pôle impact à la VIS travaille vraiment sur le sujet d'impact social environnemental et de son évaluation ou mesure. On a 4 missions principales pour faire cela. Une première mission d'outillage, notamment avec l'animation du Centre national de ressources de l'évaluation d'impact que Diane a mentionné. Sur ce centre national, vous pouvez retrouver des articles de décryptage de différents aspects, étapes, questions en lien avec la pratique d'évaluation d'impact. Vous pouvez trouver des guides méthodologiques, des cahiers pratiques, des études de cas, des comptes rendus de séances de notre réseau, mais je vais en dire plus, des cartographies des acteurs de l'accompagnement de l'évaluation. Voilà, tout un tas de ressources qui sont disponibles sur notre site que vous pouvez donc naviguer. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter qui s'appelle Impact avec un S. Qu'on sort tous les 3-4 mois et qui repartage des ressources, actualités, événements sur la thématique impact. On anime également le réseau Social Value France, qui est le premier réseau de praticiens et experts de l'évaluation d'impact dont Élise et son équipe sont membres historiques. Et c'est un réseau d'échanges, de bonnes pratiques, de retours d'expérience et de décryptage, de débats sur des avancées actualités en lien avec l'impact. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus ou de rejoindre le réseau, vous pouvez tout à fait nous contacter. On accompagne aussi les projets directement via un programme de formation qui s'appelle Cap Impact et qui est un programme de formation gratuit qu'on ouvre cette année pour la première fois au grand public. Historiquement, c'est une formation qui a été réservée aux accompagnateurs membres de nos communautés. Mais cette année, on ouvre au grand public et on commence la semaine prochaine. Donc, c'est un bon timing si ça vous intéresse de vous inscrire. Je partagerai le lien dans le chat. Mais c'est une formation aux premières pas à l'évaluation d'impact. Et on finance aussi des projets d'évaluation via le Fonds social européen Plus, donc via des appels à projets. Et on a financé jusqu'à présent 27 projets. Voilà, je m'arrête avec la présentation de la VIS, mais voilà, vous avez une bonne idée de ce que vous pouvez retrouver chez nous. Quelques ressources, je partage les ressources en amont de la présentation, comme ça vous avez tout et je mettrai, je vois que les liens ne sont pas forcément cliquables comme ça, donc je vais mettre aussi des liens dans le chat, ce serait peut-être plus simple. Mais donc la newsletter Impact à votre gauche dont j'ai parlé, vous pouvez vous abonner sur le site La Vise et un capture d'écran de à quoi ressemble le Centre national de ressources de la Vise à votre droite. Je vais prendre la main sur les slides si je peux. Voilà, ça marche? Ok, super. Ensuite, peut-être quelques articles spécifiquement qui peuvent vous intéresser dans le Centre national de ressources. À gauche, nous avons compilé une petite liste de référentiels d'indicateurs d'impact sectoriel et généraliste. Je vais en dire plus dans un instant sur ces référentiels et comment ça fonctionne, mais ça peut tout à fait vous être utile si vous vous lancez dans une démarche. Et à votre droite, un article que nous avons sorti en début d'année sur l'évaluation d'impact en temps de difficultés budgétaires, avec quelques conseils et bonnes pratiques qui peuvent donc être utiles. Sinon, notre publication phare de la VIS, c'est notre guide de pratique qui s'appelle Évaluer son impact, qui est aussi disponible sur le site de la VIS en PDF et qui est un guide pratique clé en main qui vous permet d'apprendre et de mettre en place une démarche d'évaluation, encore une fois, de premier pas. Donc, ça vous guide étape par étape dans le processus.
Vous pouvez trouver également donc à gauche la cartographie des acteurs de l'évaluation. Et à droite, une étude de cas. Nous avons une quinzaine d'études de cas des différentes approches, méthodes, secteurs de l'évaluation d'impact pour vous donner des cas concrets d'inspiration pour vous inspirer dans votre démarche également. Et je termine avec donc le réseau Social Value France qu'on anime. Donc nous avons en plus, si ça vous intéresse de rejoindre le réseau, mais en plus nous avons plusieurs publications. À gauche, une publication qui sont nos principes d'action, qui détaillent les critères de qualité et d'utilité d'évaluation d'impact, à la fois d'un point de vue méthodologique, à la fois d'un point de vue éthique et de posture, et qui donne donc une base de qualité pour appliquer à votre démarche. Mais vous pouvez trouver d'autres publications aussi du réseau. Et puis à droite, on partage donc tous les comptes rendus de nos séances du réseau également sur le site Lavise. Donc là, il y a des comptes rendus sur des thématiques et actualités variées en lien avec la thématique. Voilà, je mettrai les liens après dans le chat, mais comme ça, vous avez une idée. Oups, j'ai avancé trop vite. Vous avez une idée des ressources que vous pouvez trouver sur notre site. Et maintenant, je m'arrête avec le PowerPoint et je vais plutôt parler de la pratique de l'évaluation. Donc, je ne vais pas revenir sur les questions méthodologiques qu'Élise a très bien expliquées, mais peut-être plus sur les questions organisationnelles, puisque c'est une pratique qui est aussi pragmatique, aussi organisationnelle, plus sur ces aspects-là. Et puis après, peut-être quelques bonnes pratiques également. Donc, si Élise a très bien expliqué la définition de l'impact et de la pratique d'évaluation d'impact, une des questions qui se posent beaucoup dans notre secteur, c'est pourquoi évaluer mon impact, même si certains sont déjà convaincus. De première vue, on peut tout à fait voir et comprendre, et c'est souvent les a priori qu'on peut avoir sur la pratique, que l'évaluation d'impact sert très bien une pratique de reporting vis-à-vis de ses partenaires financeurs. Et d'avoir un élément de communication pour mettre sur son site ou sur ses communications. En revanche, l'intérêt et les bénéfices de la pratique d'évaluation dépassent largement ce périmètre-là. C'est un outil, comme Élise a dit, c'est vraiment un outil puissant de pilotage, à la fois de pilotage opérationnel d'un projet, mais à la fois pilotage stratégique aussi de projet, de vision plus long terme. Et il est intéressant de peut-être noter que donc cet a priori qu'on peut avoir sur la pratique comme étant avant tout utile pour rendre des comptes à ses financeurs. Nous constatons à Lavise, par exemple, une étude que nous avons fait l'année dernière. Nous avons en fait vu que la majorité des projets de l'ESS déclarent que leur évaluation d'impact leur a surtout servi de s'améliorer en interne et pour les raisons de pilotage du projet en interne que pour améliorer leur relation avec leurs financeurs. Donc on voit que c'est une étude uniquement, mais dans cette étude, et quelque chose qu'on peut voir beaucoup, c'est après avoir fait une démarche d'évaluation, on se rend compte que les bénéfices sont beaucoup internes au projet aussi. Donc je pense que c'est important d'avoir en tête. Au niveau, effectivement, les avantages ou les bénéfices de la pratique sont multiples. Au niveau du projet, c'est vraiment un outil qui permet aux organisations de mieux remplir leur mission sociale ou leur utilité sociale. Et au niveau collectif, on va dire de notre écosystème ou d'un secteur, c'est une pratique qui fournit des données factuelles sur le rôle de l'innovation sociale ou l'ESS dans la mise en œuvre du changement sociétal. Et donc, ça renforce aussi notre capacité collective de plaidoyer. Donc, il y a aussi une dimension assez macro aussi à cette pratique-là. Donc, peut-être pour aller un poil plus en détail sur l'aspect, les avantages plus opérationnels et stratégiques de qu'est-ce que ça permet de faire évaluer son impact.
Sur un plan, si on regarde d'abord un peu le plan opérationnel d'un projet ou interne à un projet, mesurer son impact, c'est vraiment comprendre son environnement, c'est comprendre ses effets, les effets de son action sur ses parties prenantes. Et donc, cette compréhension vient bien sûr avec des effets aussi. Donc, ça permet de mieux améliorer ses pratiques, aligner ses pratiques avec sa mission, avec ses objectifs, mais aussi avec les besoins de ses équipes, de ses bénévoles et bien sûr de ses bénéficiaires ou usagers. En faisant ça, et quelque chose qu'on entend aussi souvent à la VISE, c'est que la pratique d'évaluation, ce n'est pas uniquement les résultats qui apportent des bénéfices ou des apprentissages, mais c'est aussi le processus en soi. En fait, c'est le processus d'investiguer, le processus de poser des questions, le processus d'aller interroger les bénéficiaires, les équipes, etc. C'est le processus aussi en soi qui apporte beaucoup d'apprentissage pour le projet. Et par exemple, c'est un processus qui permet de valoriser le travail des équipes et des bénévoles, qui permet de redonner du sens à leur travail, qui permet aussi de mettre en pratique une transparence vis-à-vis de ses équipes, mais aussi ses partenaires. C'est quelque chose qui peut donc avoir un effet assez motivant et fédérateur pour l'ensemble d'un projet et de ses parties prenantes. Sur un plan peut-être plus extérieur et stratégique, évaluer son impact vise à apporter de la preuve de la valeur sociale créée par un projet et donc la pertinence du projet. Donc c'est bien sûr quelque chose qui va être extrêmement utile pour mieux communiquer sur ses actions, communiquer dans un sens très large, grand public, mais aussi communiquer de manière stratégique avec ses différents partenaires, interlocuteurs, etc. Et d'avoir des éléments de alimenter son plaidoyer qui peuvent, in fine, bien sûr, aider de pérenniser ces financements ou en chercher des nouveaux. Donc voilà un mot sur un peu concrètement ce qu'on constate comme retombées des pratiques d'évaluation. Après, plus sur la question organisationnelle, comment organiser une démarche d'évaluation, puisqu'il y a les questions méthodologiques, comme Elisa en témoigné, les questions de collecte de données, mais il y a aussi des questions organisationnelles pour le projet qui sont importantes d'avoir en tête. Il est vraiment important de bien penser à l'organisation de sa démarche en termes de gestion de projet aussi. Une question qu'on peut souvent poser, c'est le choix d'internaliser ou externaliser sa démarche d'évaluation. Dans quel contexte c'est intéressant d'internaliser ou externaliser? Il n'y a pas de réponse simple, ça dépend vraiment du contexte de la démarche et de la situation. Vous pouvez effectivement décider d'externaliser ou internaliser tout, mais dans la grande majorité des cas, les structures externalisent une partie et font une combinaison d'internalisation et externalisation de la démarche. On peut, par exemple, imaginer de faire la partie plus cadrage, design, préparation de la démarche en interne, puisque c'est le moment où on pose vraiment le contexte, les enjeux, les objectifs de la démarche d'évaluation, qu'on consulte un peu les parties prenantes, qu'on fait la fameuse théorie du changement, etc. On peut décider de faire ça en interne, puisque c'est un moment pour vraiment aligner les parties prenantes et qu'on a une vision assez claire des choses. Ou à l'inverse, et puis après d'externaliser plus l'étape collecte de données, analyse, qui peut paraître un peu plus technique. Ou on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir plutôt un accompagnement externe de la partie cadrage, puisque on a besoin d'un regard extérieur ou quelqu'un pour venir animer ces échanges-là. Et puis pour la collecte de données, on a déjà des outils en place qu'on peut faire en interne parce qu'on préfère garder l'expertise en interne. Voilà, donc il y a plein de choix qui sont possibles. Ce choix dépend bien sûr des objectifs de votre évaluation, mais bien sûr, de manière souvent plus importante, ça dépend vraiment des moyens humains et financiers dont vous disposez pour votre démarche d'évaluation et le périmètre que ça va prendre, la durée et les ressources que ça va prendre. Dans tous les cas, même si vous externalisez votre démarche d'évaluation, il est vraiment important d'avoir une personne en interne
qui va être un peu responsable de suivre la démarche en interne et de mobiliser les équipes internes, parce que même avec une externalisation, vous allez bien sûr être obligé de mettre en place certaines pratiques et de coordonner certaines choses. Et donc, il est vraiment important d'avoir quelqu'un en interne qui porte ce rôle-là et aussi qui peut donc, à la suite de l'évaluation, assurer un peu plus une continuité, une pérennisation, voire un pilotage un peu de l'impact par la suite de l'étude. Il est aussi important de cadrer un peu sa démarche d'évaluation. Comme j'ai dit, en fonction, bien sûr, des ressources qui sont disponibles, mais aussi en fonction des enjeux de l'évaluation. Une évaluation ne peut pas tout évaluer. Voilà, à un moment donné, on va être obligé de mettre un périmètre. On ne va pas pouvoir tout évaluer. Donc, une évaluation ne peut pas forcément correspondre à tous les enjeux que vous pouvez avoir ou tous les objectifs que vous pouvez avoir pour une évaluation. Donc, il est vraiment très important en amont de discuter et aligner entre parties prenantes du projet à quels enjeux ou à quels objectifs cette évaluation va répondre. Quels sont les besoins d'apprentissage que je cible avec cette étude? Est-ce que c'est plutôt des objectifs internes en termes d'apprentissage ou d'innovation de nos pratiques, de mobilisation des équipes internes? Est-ce que c'est plutôt des objectifs et besoins extérieurs parce que j'ai vraiment besoin de alimenter mon plaidoyer, voilà, chercher des financements, etc. Bien sûr, on peut avoir envie de tout mettre dedans, mais il est important de prioriser dans tout ça. Et aussi de prendre en compte le contexte plus large. Est-ce que il y a un timing spécifique parce qu'il y a des élections qui vont venir, parce qu'il y a les 10 ans d'un programme phare, voilà, ou est-ce que parce qu'en fonction du cycle de financement, etc., de réfléchir au contexte plus large aussi. Et en termes d'organisation de la démarche, l'autre question qui se pose bien sûr sans surprise souvent, c'est la question des coûts. Il est bien sûr la première obstacle à l'évaluation que les personnes citent, c'est les coûts. Ça va beaucoup varier en fonction du périmètre, de l'ambition de votre évaluation et la durée de la démarche et de plein de facteurs différents. Il est donc important de ne pas surdimensionner l'évaluation en fonction du budget global et de essayer de faire quelque chose qui sera surtout utile pour le projet, qui est quelque chose qui est extrêmement exhaustif méthodologiquement. Voilà, c'est d'abord un outil qui sert le pilotage du projet. De manière générale, on recommande de mettre un budget de maximum 10-15% du budget global pour votre démarche d'évaluation. Et je vais peut-être terminer avec un mot plus sur le comment, sans aborder la question méthodologique qui a déjà été abordée, mais quelque chose qui est aussi bien sûr beaucoup demandé en ce moment. C'est en temps de difficulté budgétaire pour notre secteur, je n'ai pas envie de déprioriser la pratique de l'évaluation. En revanche, voilà, j'ai moins de ressources disponibles qu'avant et les enjeux pour le faire semblent plus importants que jamais. Donc, comment faire? Voilà, comme j'ai présenté au début, nous avons un article sur le site La Vie sur ce sujet, mais donc n'hésitez pas. Mais ce que je peux partager ou mettre en avant, bon, il n'y a pas de réponse simple à la question, hein, bien sûr, mais de vraiment, comme j'ai dit, dimensionner votre démarche en fonction des besoins, des enjeux, de vos ressources disponibles et d'être dans une démarche de ce qu'on peut appeler un peu une évaluation réaliste, se baser sur des outils vraiment très utiles et classiques, comme Elise a dit, la théorie du changement, des méthodes mixtes quantitatives, qualitatives qui sont relativement accessibles, ajuster le choix de méthode ou d'outils de collecte de données, il faut vraiment que ce soit proportionnel avec ce que vous êtes en mesure de faire. Et de commencer avec quelque chose qui vous permet de comprendre pourquoi les actions ont des tels effets et comment.
C'est vraiment ça le plus important. Pour ce faire, pour aller un peu plus vite, vous pouvez aussi vous appuyer sur ces référentiels. Donc, les référentiels sont des listes d'indicateurs. Il y en a qui sont généralistes, comme la plateforme Valores de l'UDES, ou comme les objectifs de développement durable, etc. Mais il y a aussi des référentiels qui sont plus thématiques ou sectoriels. Ça ne va pas être quelque chose que vous pouvez copier-coller, mais ça vous propose des inspirations, des indicateurs qui pour vous inspirer, pour aller un peu plus vite aussi sur cet aspect-là. Il faut aussi s'inspirer de l'existant dans le sens de ce que vous avez déjà en interne comme données ou comme tableau de bord. S'il y a déjà eu des évaluations qui ont été faites dans votre structure, de vous appuyer sur des pairs, c'est-à-dire d'autres projets du même secteur, du même territoire, si vous appartenez à un réseau du même réseau. Voilà, s'inspirer des autres pour voir ce qui a été fait, comment ça a été fait. Vous pouvez aussi vous lancer dans une démarche collective avec d'autres acteurs, voilà, du même réseau, secteur, etc., pour partager les ressources. Je termine avec ça. Un facteur clé de réussite aussi, c'est surtout pour tout ce qui est un peu le pilotage de l'impact derrière, c'est d'impliquer vraiment vos partenaires et vos parties prenantes dès le début de votre démarche et tout pendant, dans la mesure que possible, surtout si vous avez un enjeu lié à vos relations partenariales ou à vos financements, de vraiment impliquer ces partenaires dès le début, de co-construire dans la mesure que possible un peu cette évaluation pour s'assurer que ce soit quelque chose qui est utile et pour le projet et pour ses partenaires. Et je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc je m'arrête là pour les questions. Merci beaucoup, Lydia, c'était très clair. Les ressources sont très précieuses et d'ailleurs, j'en profite, on renverra les liens que Super. tu as présentés, également les liens vers les ressources du labo de l'ESSEC par mail aux participants avec la retranscription du webinaire. Donc voilà, vous aurez toutes ces informations à disposition. J'en profite pour prendre des questions qui sont arrivées dans le fil de discussion. Alors, une question très précise, quels critères utiliser pour déterminer si un indicateur est réellement pertinent dans un contexte insulaire ou ultramarin, par exemple la Martinique, donc un département français avec un contexte géographique, politique et économique pouvant être particulier. Je laisserai peut-être Élise répondre si tu as une idée, Élise. Je connais moins bien ces contextes-là. Ouais, oui, très bien. Alors, il faut savoir que toute évaluation d'impact, de toute façon, elle est ancrée dans un contexte. Donc, la méthodologie de théorie du changement et ce qu'on vous a présenté, elle est applicable à tous les contextes. Et forcément, les éléments politiques, géographiques qui vont être pris en compte, qu'on soit sur un territoire ultramarin, dans un QPV d'Île-de-France ou au fin fond du centre-Bretagne. Donc, ces méthodologies, elles sont structurantes, mais assez globales pour permettre de travailler sur l'impact social, quels que soient les enjeux, parce que ce sont des stratégies. Donc, si les stratégies sont de s'attaquer à certains sujets politiques ou géographiques, eh bien, ils rentreront dans la théorie du changement. Donc, comme toute évaluation ou tout projet où on va essayer de comprendre ce qui se passe, ça va changer d'un contexte à l'autre et tous les contextes vont être différents. Et ce cadre méthodologique devrait permettre de comprendre et d'évaluer, ou en tout cas d'identifier une stratégie d'impact, quel que soit, et donc l'impact social à la fin pour pouvoir le mesurer, quels que soient les contextes, puisqu'ils sont utilisés à l'international sous cette forme-là. Donc c'est vraiment très, très flexible. Donc ça s'applique absolument à votre territoire ultramarin. Voilà.
Merci beaucoup, Élise. J'ai une autre question qui est venue, alors qui m'est parvenue d'un entrepreneur à impact social avant le webinaire et qui posait la question de savoir, dans un contexte de levée de fonds assez compliqué, on fait face à des investisseurs potentiellement plus prudents qui revendiquent, en tout cas, qui souhaitent remonter à la fois des indicateurs extra-financiers et financiers. Peut-on additionner les deux? Et donc la question découle finalement sur la question du retour social sur investissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est à mettre en place ou non? Et je crois que vous avez des avis qui divergent un petit peu là-dessus. Lydia, je te laisse commencer. Oui, je peux faire très rapidement, mais donc sur les pratiques, enfin, la question d'intégrer les indicateurs financiers, économiques et extra-financiers, sociaux, environnementaux n'est pas simple. Je pense que c'est une question vraiment de bon équilibre et de mobiliser la bonne donnée au bon moment. Il est vrai que les attentes des financeurs peuvent enfin, sont en train de monter sur ces sujets-là et sont en train d'évoluer avec notamment les contextes des normes européennes, CSRD et autres, etc. Je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y a une réponse qui convient à tout, mais c'est des sujets de négociation et d'explicitation avec vos partenaires financeurs. Et sur la question des méthodes de monétarisation ou de SROI, pareil, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de règle, il n'y a pas une meilleure méthode pour tout contexte, toute situation. Ces méthodes-là sont très utiles pour certains contextes et peuvent être très convaincants, bien sûr, pour ces financeurs ou autres partenaires. Il est surtout question vraiment des moyens disponibles aussi, parce que ce sont des méthodes qui sont normalement plus coûteuses, qui nécessitent une externalisation ou un accompagnement par expert. Donc voilà, donc ça nécessite un peu plus de réflexion de ce sens-là. Et juste pour compléter, donc moi je suis tout à fait alignée avec ce que dit Lydia. C'est vrai que nous, à l'ESSEC, on travaille depuis plusieurs années sur la monétarisation et notamment l'approche SROI, donc du Social Value International, mais aussi sur des approches de coût évité ou d'analyse coût-bénéfice de plus en plus. Donc, en effet, je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête que quelle que soit la façon dont l'impact social sera monétarisé, ça ne peut pas être agrégé avec un bilan financier, puisqu'on sait que ces évaluations, elles se basent sur d'autres données, donc ça ne peut pas être mis dans la trésorerie, quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, ce sera séparé et que quelle que soit la valeur qui va ressortir des coûts évités, d'un SROI, etc., elle est basée sur un certain nombre d'hypothèses déterminées par des choix réalisés par soit l'organisation, soit les évaluateurs, en fonction de leur niveau de travail avec les organisations elles-mêmes. Il n'y a pas une valeur objective qui existe indépendamment de la personne qui va la déterminer ou travailler dessus. Il y a plusieurs valeurs de plusieurs parties prenantes qui vont chacune avoir une vision différente de la valeur d'un retour à l'emploi, d'un diplôme, de telle école, etc. Donc ça, je pense qu'il faut surtout l'avoir en tête, c'est que ce sont des méthodologies, en tout cas selon moi, qui doivent être utiles pour le pilotage, pour comprendre par rapport à ce qu'on a investi, quel a pu être notre impact en tant que gestion de sa stratégie et de son organisation. Et ensuite, ça ne peut qu'aider à la discussion avec les financeurs si c'est quelque chose qui a été mis en place en interne comme une professionnalisation et une compréhension de son impact par les managers, la gouvernance de l'organisation, plutôt qu'une réponse à un reporting. Merci à toutes les deux. Ça nous permet de conclure ce webinaire qui, j'espère, a été instructif et a permis à vous, participants, de vous y retrouver dans ce royaume assez vaste qu'est la mesure de l'impact. Donc, encore une fois, on vous enverra tous les éléments avec les centres de ressources de l'ESSEC et de la VISE. Et puis, évidemment, on reste au sein de FAIR disponible à toutes vos questions, à vos témoignages, à vos échanges.
Et voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à remercier encore nos deux expertes. Et voilà, merci beaucoup. Merci à Merci toutes et beaucoup. tous. À Très bonne bientôt. Bonne journée. Au revoir.